Hop la boum, hop la boum, et voilà, j'ai 70 ans, c'est fantastique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. J'espère que tout est à peu près en place, que j'ai préparé la fin du live un peu en catastrophe. Je vous explique pourquoi on commence un peu tard aujourd'hui, ça va être passionnant pour les gens qui regardent le replay. Normalement je fais les images de NXT UK le jeudi, quand j'ai fini de regarder NXT UK, et là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fumé du mauvais shit. Enfin si, je sais ce qui s'est passé, je suis totalement absorbé par le point culture en ce moment. Je me suis fixé une deadline pour le point culture et elle approche extrêmement vite. Du coup voilà, j'ai préparé les images de NXT UK ce matin, c'est pour ça qu'on commence à 12h30 au lieu de commencer à midi, excusez-moi pour ça. On va commencer très très vite avec 205 Live, mais je vois que vous êtes déjà très nombreux puisque vous êtes 23, un de mes nombres préférés, 23, donc c'est cool, ce live commence sous les meilleurs auspices. Ça, le match a commencé, l'émission a commencé avec Mansoor. Il y a peu de musique d'entrée qui me donne autant envie de regarder un match que la musique d'entrée de Mansoor. J'adore ce personnage. C'est le héros sans peur et sans reproche qui va au combat. Enfin, j'adore son personnage. Et le fait d'avoir un match de Mansoor, ça faisait plusieurs semaines qu'on l'avait pas vu. Du coup, il m'avait manqué. Je suis content de le revoir. Et donc on avait un match Mansoor et Ashanti The Adonis contre alors l'autre combo finalement de ce qui semble être quelque chose à 205 Live, Bully Rise, puisque c'est la rencontre entre deux équipes qui sont Ever Rise des Québécois, alors comment il les a appelés? Nigel McGuinness, un commentateur, les a appelés les francophones frénétiques. J'adore. Frenetic Francophones. Ça me fait rire sur le coup. Donc Everrise, composé de Chase Parker et Matt Martel, et les Bollywood Boys, de Samir Singh et Sunil Singh, qui sont frères. Il me semble. Je suis à peu près sûr. J'étais sûr avant de le dire. Maintenant je suis sûr. Non, je suis pas sûr. C'est important de se faire rire tout seul. Et donc là, en l'occurrence, nous avions l'autre combinaison, parce que la semaine dernière, on a eu Matt Martel et Sunil Singh, donc du coup, cette semaine, on a eu Chase Parker et Samir Singh, ce qui n'a pas changé grand-chose, puisque ils ont perdu. Et c'est Ashanti The Adonis qui a gagné le match avec un Long Kiss Goodnight. Donc le nom qu'il donne au super kick, j'aime bien qu'il donne un nom au super kick, parce que super kick c'est une prise de transition, alors que Long Kiss Goodnight c'est une prise de finition. Sweet Chin Music c'est une prise de finition. J'aime bien cette idée. Ça me plaît. J'ai mis C+ à ce match-là. On n'est pas sur de la grosse éclate. Et après ça, on a eu un match Jake Atlas contre Tony Nese. La semaine dernière, Tony Nese et Aria Daivari, donc qui sont en équipe, ont agressé Jake Atlas et Auguste Grey après leur match. Donc le match Jake Atlas est contre Auguste Grey. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire que Tony Nese affronte le perdant du match de la semaine dernière, parce que s'il gagne, bravo, t'as battu un perdant, et s'il perd, ça finit d'enterrer Tony Nese dans les fins fonds de la division poids léger, ce qui est quand même dommage, c'est quand même un ancien champion cruiserweight. Autre truc que j'ai trouvé bizarre, Aria Daivari, le partenaire par équipe de Tony Nese, a fait son entrée juste au début du match, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous les deux leur entrée. Je me suis dit, Daivari est pas là, il va intervenir pendant le match, au milieu du match. Non, il a eu son entrée juste au début du match, c'est-à-dire que... Merci beaucoup, c'est très... Je me suis interrompu parce que j'allais parler de cloche et du coup je me suis dit, je deviens fou, j'ai des hallucinations. Merci beaucoup à toi, Papac31, pour ton abonnement. En fait, Aria Daivari est arrivé juste après la cloche. Juste après la cloche. Quelqu'un s'abonne par pitié. Non, je plaisante. Et j'ai trouvé... C'était pas... Ça faisait bizarre. Aria Daivari est allé sur la table des commentateurs pour commenter le match. Et évidemment, alors le match a été organisé pour faire en sorte que Jake Atlas paraisse bon, et c'est chouette, c'est bien. Parce que bon, Tony Nese, on sait déjà qu'il est excellent, mais voilà, Jake Atlas, ça permet de montrer que malgré sa défaite de la semaine dernière, c'est quand même un gros morceau.
Mais le match s'est terminé quand Arya Daivari a voulu évidemment intervenir dans le match. Il est monté sur les abords du ring. Ça a distrait l'arbitre. Dans le dos de l'arbitre, il a lancé sa chaîne en or dont il se sert comme d'un point américain. Tony Nese a essayé de récupérer la chaîne en or, mais Auguste Grey, que vous voyez là, est arrivé avant que Tony Nese ait l'occasion de s'en servir pour la lui prendre. L'arbitre se retourne, voit tout le bordel, il dit dis donc, qu'est-ce que vous faites ?» Et Tony Nese a été surpris par un roll-up pour donner la victoire à Jake Atlas. Pas fan de la fin. J'ai mis B- à ce match-là, parce que je trouve que ça diminue un peu Jake Atlas qui doivent avoir recours à un procédé comme ça pour gagner. J'aurais préféré qu'il y ait une victoire clean dans ce match-là. Mais bon, au moins c'est une histoire. La grosse faiblesse de 205 Live, c'est qu'ils ont tendance à pas raconter d'histoire. Ils ont tendance à nous proposer des matchs qui sans enjeu, sans que rien ne veuille dire quoi que ce soit. Et alors que là, il y a une histoire. Arya Daivari et Tony Nese font bloc contre les nouveaux talents de 205 Live. Ils refusent de reconnaître le talent des nouveaux talents de 205 Live. Et du coup, voilà, là ça va quelque part. On va quelque part. Et déjà c'est bien, c'est pour ça que j'ai mis un B. Mais moins parce que j'ai pas aimé la fin. On va passer au tableau. Ceux qui sont abonnés peuvent utiliser l'émoticône bonjour tableau, puisque nous allons avoir le tableau. Où est-il? Il est là. Est-ce que j'ai fermé mon tableau comme un gros débile? Non, c'est bon, il est là. Vous voyez le tableau? Vous voyez le tableau, fantastique. Hop là. Alors, 205 Live, ça va être ici. Et pendant que je remplis le tableau, n'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous rêvez concernant 205 Live. Je vais consulter les messages en question dès que j'aurai fini de mettre ce tableau à jour. Je sais pas où est Ashanti The Adonis. Attends, ils sont en violet, les gars de 205 Live, ça devrait pas être difficile à repérer. Non, c'est pas eux. Mon tableau est mal organisé. Faut que je... Ah là, il est là, super. Contre Arya Daivari et... Non, contre le Bolly Rise. Mais cette fois-ci, Chase Parker et Samir. Et 13 pour Tony Nese contre... Tony Nese... Il est pas loin, je sais qu'il est pas loin, il est là. Contre Jake Atlas, avec, dans un rôle secondaire, Arya Daivari et Auguste Grey. Auguste Grey qui est tout en bas ou qui est plus haut? Non, qui est plus haut. Ok, et les points bonus, parce qu'il faut bien attribuer des points bonus. C'est toujours un peu des points bonus par défaut, les points bonus de 205 Live. Jake Atlas, je lui ai mis 3 points. Parce que je vous ai dit, le main event a vraiment été organisé autour du fait que... regardez comme il est bon. Ashanti Adonis, je lui ai mis 2 points parce que c'est lui qui a remporté la victoire dans le premier match de la soirée. Et j'ai mis 1 point à Tony Nese parce que, bah, voilà, il est bon, hein. Il est bon, il est bon. Ok, on repasse à mon écran 205 Live. Là, c'est NXT UK, ça. On repasse à mon écran 205 Live. Et... je vois si vous avez des questions concernant 205 Live, vous n'en avez jamais, vous n'en avez toujours pas. On passe à NXT UK. NXT UK, c'est parti. Ici, fantastique. Alors, je vais reculer un peu, hop là, histoire que le cadre soit convenable. NXT UK s'est ouvert sur... ah, quel plaisir! Meiko Satomura qu'ils ont construit, mais parfaitement. C'est-à-dire... quand Meiko Satomura est arrivée sur le ring, l'annonceuse l'a présentée comme the best in the world. Pourtant, c'était pas Shane McMahon. Elle est peut-être pas au courant. Les commentateurs ont mis en avant absolument tout ce qu'elle a fait en disant vous demandez à n'importe quelle quelque chose autour du monde, elle vous dira que un de ses dream match, un de ses adversaires idéaux, c'est Meiko Satomura. Bref. Meiko Satomura est vraiment présentée comme la légende qu'elle est, quoi. Et
Ayla Dawn est quand même ne s'est pas faite massacrer. Et c'est un peu ce dont j'avais peur. J'avais un peu peur que le début de Meiko Satomura, ce soit bonjour, je suis Meiko Satomura, voilà mon pied, prends-le dans la mouille. Mais non, Ayla Dawn a eu droit un peu à une part du gâteau. Elle a réussi à lui porter plusieurs prises. Il n'y avait pas de suspense. Un des défauts de NXT UK, c'est qu'il n'y a pas de suspense dans les matchs. Il n'y a souvent pas de suspense dans les matchs. Mais là, en l'occurrence, malgré le fait qu'il n'y ait pas de suspense, ils ont réussi à défendre un peu Ayla Dawn dans ce match. Ce qui est chouette. Et la raison pour laquelle je lui ai mis B, je crois. B+. Plus pour les commentateurs, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup aimé le travail des commentateurs qui ont vraiment... c'est-à-dire, quand Ayla Dawn commençait à revenir un peu dans le match, je me disais, waouh, vas-y, tu l'as. Parce que je me dis, ouais, ok, c'est un gros enjeu. Si elle arrive à porter des prises à Meiko Satomura, ça veut déjà dire quelque chose. Et pendant le match, Kaylee Ray, la championne de NXT UK, regardez parce qu'elle veut de la compétition. Je vous ai pas dit, 205 Live, le show en tout a eu C. Maintenant, vous savez. Je dis ça parce que je vois les notes que j'ai mises au show en général. NXT UK a eu A-, c'est le meilleur show de la semaine. Ce qui est pas très surprenant. Ensuite, ce qui est pas très surprenant parce qu'on n'a pas eu de très bons épisodes de Dynamite et de NXT cette semaine. Ensuite, on a eu une rencontre dans une salle de réunion de Rampage Brown et Joe Coffey. Et alors, le monsieur que vous voyez là, à l'écran, c'est Johnny Saint, qui est le general manager de NXT UK. Je trouve ça très bien que Johnny Saint, qui est une légende du catch britannique, soit general manager. Je trouve que c'est une belle marque de respect. Par contre, à chaque fois qu'il est à l'écran, il fait une connerie ou il dit une connerie. C'est vraiment pas un rôle dans lequel il est à l'aise. C'est une évidence. C'est pour ça qu'ils lui ont mis Sid Scala pour parler pour lui. C'est-à-dire que Sid Scala est l'assistant du general manager, mais généralement c'est lui qui fait les matchs, c'est lui qui parle au catcheur. Et ça manque pas. Sa première intervention à Johnny Saint, on lui a dit le match qui était un match à 3, maintenant c'est devenu un Fatal 4-Way. À son époque, ça devait pas s'appeler Fatal 4-Way, du coup... Non, un Fatal 5-Way. Et du coup, en annonçant le match, il s'est embrouillé les pinceaux, et je crois qu'il a appelé ça un 5-man Fatal. Bref. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas manqué. Pendant tout le truc où il présentait le match Rampage Brown contre Joe Coffey, ça se voyait qu'il était en train de lire un texte, mais en s'adressant directement à Rampage Brown et Joe Coffey. C'est-à-dire que là, je m'adresse à vous, mais alors imaginez, voilà... en tout cas, ça fait vraiment plaisir que vous soyez nombreux à me suivre. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez abonnés. Même pas parce que là, je joue trop par rapport à ce qu'il faisait, parce que lui, il lisait vraiment un texte. C'est pas vrai. C'était marrant. J'ai mis B- ce segment parce que ça veut dire quelque chose que ce soit Johnny Saint et pas Sid Scala qui officialise le match. C'est-à-dire qu'on a tapé plus haut dans la hiérarchie parce que c'est un match important, mais moins parce que c'est tellement maladroit. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a eu une vidéo présentation de Dani Luna, une ancienne haltérophile. J'ai trouvé ça curieux parce qu'elle gagne très rarement Dani Luna, ça fait pas... Elle est dans le bas de l'échelle dans la division féminine, et du coup, je me suis demandé un peu pourquoi est-ce qu'il faisait une vidéo, pourquoi est-ce qu'il présentait Dani Luna. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a eu une vidéo sur une catcheuse qui est nettement plus haut placée dans la chaîne alimentaire de la division féminine, Eva Valkyrie. Eva qui s'écrit comme ça. Écoutez, je ne sais pas moi non plus. Globalement, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit qu'elle savait que c'était son heure pour s'envoler, parce que tout son personnage, c'est qu'elle a des ailes et qu'elle a des plumes. Elle se compare à des oiseaux, enfin voilà. Mais elle a peur de s'effondrer si jamais elle rate son envol. J'ai mis C+, parce que j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était stylé. Voilà, j'ai mis C+, virgule, plus pour le style. Ensuite, on a eu une très rapide interview de Meiko Satomura où elle a parlé en japonais, je n'ai rien compris, mais elle a fini en disant « Kaylee Ray, I am ready ». Donc j'imagine que ça annonce un match de championnat entre Meiko Satomura et Kaylee Ray. Je sais pas comment je me sens vis-à-vis de ça, parce que je me dis... Tu peux pas faire perdre Meiko Satomura aussitôt, mais en même temps, est-ce que tu as envie de mettre la ceinture sur Meiko Satomura ? Je vois bien Meiko Satomura avoir un règne très long avec la ceinture de NXT UK, où quand quelqu'un arrivera à la battre, ça voudra vraiment dire quelque chose. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée.
Parce que c'est le règne qu'ont beaucoup de champions à NXT UK. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que si elle a un match de championnat, je serai à fond derrière elle parce que j'adore Meiko Satomura. Elle incarne très bien la hype qu'il lui donne. C'est-à-dire, c'est pas genre, je me suis dit, vous me parlez de légende, mais alors moi, ce que je vois, c'est... Non, non, quand elle kick, hein. Ça fait mal. Ça mal pour ses adversaires. Ensuite, nous avons... Ah, putain. La Supernova 11 Session avec Sha Samuels. Si c'est votre premier débrief de NXT UK, j'ai beaucoup de mal avec Sha Samuels et plus les semaines passent, plus j'ai du mal avec lui. En l'occurrence, par contre, j'adore Noam Dar. Noam Dar, il est insupportable, mais il est insupportable c'est le sale gosse, quoi, Noam Dar. Et je l'aime beaucoup pour ça. Il remplit très bien son rôle. Et alors, sans surprise, t'apprends que les deux sont meilleurs amis, évidemment. Ça, c'est des plaies au cul, les deux. Et Sha Samuels arrête pas de gueuler tout le temps. C'est-à-dire qu'il arrive et dit hey, salut, je suis content de te voir. Noam Dar lui dit attends, t'assis pas sur la chaise toute pourrie des invités, viens t'asseoir sur mon sofa à moi, mon sofa de présentateur. Il s'assoit et dit ah, je suis content de te voir, je suis content, mais je suis pas content parce que on m'a fait débuter en tant que Ed Harvey et je suis pas Ed Harvey, je suis Sha Samuels. Oh là là. Bref, il gueule tout le temps. C'est insupportable. Il y a un petit échange marrant où Noam Dar dit attends, on va pas s'énerver, on va raconter les bons souvenirs qu'on a. Tiens, par exemple, cette fois, j'ai oublié la location, cette fois où on était à tel endroit, t'as Sha Samuels qui l'interrompt en lui disant non, ça on n'en parle pas, t'as interdiction de parler de ça. Noam Dar dit écoutez, moi j'ai beaucoup de pouvoir ici, je peux tirer beaucoup de ficelles, est-ce que ça te dit que je t'arrange un match contre A-Kid pour l'Heritage Cup, le titre secondaire de NXT UK. Là-dessus t'as Sid Scala qui arrive, donc l'assistant du general manager, qui arrive. Est-ce que j'ai une image de ça? Non, je l'ai pas viste. T'as Sid Scala qui arrive en disant oui, mais alors, excuse-moi, faut que tu arrêtes de faire des matchs parce que c'est la troisième fois que tu fais le coup, que tu fais ton talk show et à chaque fois tu fais un match et c'est à moi de faire les matchs, comme par exemple la semaine dernière où j'avais pas de date pour le match Pretty Deadly contre Gallus ou le match de Jordan Devlin où j'ai pas réussi à lui trouver un adversaire. C'est mon travail, arrête s'il te plaît. Mais rien à foutre et Sha Samuels aura un match contre A-Kid pour l'Heritage Cup et le talk show s'est terminé avec Sha Samuels qui allait pour raconter une histoire à Amsterdam, qui commence à ouais, alors une fois avec Noam Dar on était à Amsterdam et t'as Sha Samuels t'as Noam Dar qui dit non, arrête, raconte pas ça, t'es fou, ma mère elle regarde ce talk show là. Ça m'a fait rire. J'ai mis C+ en tout parce que difficile. C'est difficile à regarder. Beaucoup de mal avec Sha Samuels. Stop. C'est son cri de guerre, parce qu'il vient de l'Est de Londres, du quartier Est. Ensuite, nous avons Nina Samuels qui accepte la demande de Xia Brookside pour un rematch, mais à la condition que la perdante devienne l'assistante personnelle de l'autre pendant un mois. Ça va être très drôle de voir Nina Samuels servir d'assistante personnelle de Xia Brookside, parce que dans cette rivalité, Samuels prétend que Brookside n'est bonne qu'à porter ses valises. Et voilà, ça va être un retournement de situation assez drôle, je pense. Ensuite, on a une vidéo très rapide de Trent Seven qui est toujours en train de s'entraîner pour perdre du poids, pour passer sous la barre des 205 livres, donc 93 kilos, pour affronter Jordan Devlin pour le titre Cruiserweight, parce que pour affronter quelqu'un dans la division poids léger, il faut peser moins de 205 livres. Donc il est toujours en train de s'entraîner, ce qui est très très chouette. Ensuite, le match qui va faire parler absolument tout le monde. On a eu un match Piper Niven contre Amal. Amal qui est la première catcheur, la première personne française à être signée à la WWE, ce qui est vraiment très très cool. Je dis ça, mais André le Géant, il était totalement signé à la WWE, il était totalement français.
c'est peut-être la première catcheuse française à être signée à la WWE. Ou peut-être que c'est la première depuis André, je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir... de revoir Amal sur le ring. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment très très cool, c'est d'entendre du trash talk en français, quoi. Parce que Amal fait sa présentation, vu que son personnage c'est d'être... elle se présente comme l'espoir français, The French Hope. Et elle arrive, elle est un peu dans le tu sais, dans l'élégance, je vais pas dire dans la séduction, dans l'élégance. Et t'as Piper Niven qui arrive sur le ring, qui se fout un peu de sa gueule, genre... Et t'as Amal qui s'énerve, genre non mais vas-y, tu crois quoi? Tu crois que tu vas me manquer de respect comme ça en français? Et c'est trop cool, parce que ça, tu le vis beaucoup mieux quand c'est dans ta langue. T'as beau comprendre les codes des autres cultures, quand c'est tes codes à toi, quand c'est les codes avec lesquels tu vis, t'es ouais, trop fort. Mais évidemment, Amal n'a jamais eu la moindre chance, parce que c'est pas parce qu'elle est française qu'elle échappe à la règle, au gros défaut de NXT UK. Ils font s'affronter des catcheurs qui sont pas sur le même palier. Piper Niven est dans le main event, Amal est une jobber, évidemment qu'elle va perdre, évidemment. Et c'est pas parce qu'elle est française que c'est moins une jobber, je veux dire, voilà. Amal, elle est au niveau d'Ayla Dawn, elle est au niveau de Dani Luna, elle est à ce niveau-là. Elle est au niveau des catcheuses qui perdent. Alors que Piper Niven est au niveau des catcheuses qui gagnent. C'est triste, mais c'est comme ça. Au milieu du match, Joseph Connors, l'assistant, le partenaire de Ginny intervient, ce qui me laisse penser que la rivalité entre Piper Niven et Ginny n'est pas terminée. Mais comme il n'est pas vraiment intervenu dans le match, il a juste applaudi sarcastiquement à la fin quand Piper Niven a gagné. Bon. J'ai mis C au match, on verra pour la suite. Ensuite, on nous a appris que Gallus et Pretty Deadly avaient signé le contrat pour leur match et que ce match aura lieu dans 2 semaines. Je sais pas qui a fait croire à Pretty Deadly que c'était une signature costumée, mais c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'ils ont vraiment l'air de deux cons. Donc voilà, on aura ce match-là dans 2 semaines. Ensuite, on devait avoir ça. On devait avoir ce match-là. On devait avoir, parce que c'est vraiment une rivalité de sang entre Mark Andrews et Flash Morgan Webster, qui sont amis depuis très longtemps, depuis une grosse dizaine d'années, contre The Hunt, donc à gauche Wild Boar, à droite Primate, et derrière Eddie Dennis, qui est l'espèce de mastermind, comment on dit mastermind en français, le manipulateur qui a monté The Hunt contre Webster et Andrews et Webster, en leur faisant croire qu'ils se servent d'eux depuis toujours pour avancer dans leur carrière, etc. Sauf que, on a eu ce match-là, et aucune mention de ce qui est arrivé à Wild Boar. Alors j'espère qu'il est en bonne santé, j'espère que la raison pour laquelle il n'était pas dans le match n'a rien à voir avec des circonstances fâcheuses pour lui. Surtout que les commentateurs ont vraiment mis un point d'honneur à ne pas du tout mentionner Wild Boar. Ils ont joué au jeu du ni oui ni non ni Wild Boar. C'est le match qu'on a toujours prévu. Eddie Dennis et Primate contre Flash Morgan Webster et Mark Andrews. Il n'y a absolument aucune absence à expliquer. Tout va bien. C'est le match qu'on devait avoir et c'est le match qu'on a. Du coup, pendant tout le truc, je me disais, c'est quand même, vu que c'est une rivalité de sang, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, une blood feud, je traduis très mal par rivalité de sang. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas eu au moins une explication à pourquoi Wild Boar était pas là. Le match en lui-même était vraiment, vraiment excellent. À un moment donné, Mark Andrews a fait un moonsault du haut de je sais pas trop quoi, de très très haut, sur le reste des gars, parce que faut le rattraper quand il saute de là. À un moment donné, ils rentrent tous les 4 sur le ring avec des chaises, et ils se font 2 duels de chaises. Ça faisait très chorégraphié, mais c'était cool quand même. Eddie Dennis a réussi à frapper Mark Andrews au niveau du genou, enfin au niveau du creux poplité, parce que ça s'appelle comme ça, l'arrière du genou. Le genou de Mark Andrews a été fragilisé pendant toute la rivalité avec The Hunt. Et à partir de là, Primate et Eddie Dennis s'en sont pris au genou de Mark Andrews. Flash Morgan Webster finit par réussir à le sauver, finit par réussir à intervenir pour l'aider, avec un kendo stick d'ailleurs, je crois. Et du coup, après un Sunset Flip Powerbomb sur Primate, Dennis se retrouve seul contre Mark Andrews et Flash Morgan Webster.
qui ont bien envie de lui défoncer sa mouille, qui ont bien envie de le battre comme tu époussières un... Époussière, ça se dit pas, un tapis, comme tu bats un tapis, tu sais, tu tapes dessus pour que la poussière descende. Il a pris dans sa gueule, et en plus, vu qu'il est pâle, sa peau marque très très vite, c'était un petit peu impressionnant. Et le match s'est terminé quand Primate a tenté un spear à travers une table qui était posée dans un coin, mais je sais plus qui, celui qui a esquivé l'attaque, a esquivé l'attaque. Primate a chargé directement dans la table. C'est un peu impressionnant parce que tu te dis... Merci beaucoup pour les cheers à Asagi Saya. Ouais, Asagi Saya. Je crois que c'est Asagi Saya. En tout cas, merci beaucoup. C'est un peu impressionnant quand tu les vois courir et charger vraiment comme des... Je veux dire, tomber sur la table, tu te dis la gravité fait son œuvre. Courir à travers la table, il y a un côté... je sais pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus impressionnant. Bref, il a raté son spear et le match s'est terminé quand Flash Morgan Webster et Mark Andrews ont fait une combinaison de Shooting Star Press et de 450 pour remporter le match. Pour ceux qui ne connaissent pas ces prises-là, Flash Morgan Webster à gauche fait un saut périlleux, fait un saut périlleux puis un demi-saut périlleux pour atterrir sur le ventre sur son adversaire. Donc d'où 450, tu fais 360 et puis tu fais encore 180 derrière. Mark Andrews a fait un Shooting Star Press. Un Shooting Star Press, c'est un saut périlleux arrière, mais qui va vers l'avant. Donc c'est ça, oui, comme ça. Voilà, c'est ça que vous regardez. Et j'ai mis un A- à ce match sans la moindre hésitation. C'est assez impressionnant. J'aime beaucoup Andrews et Webster. Le moins, c'est une évidence. Pourquoi ils ne sont pas juste évoqués Wildboard, évoquer son absence. J'ai trouvé ça un peu dommage. On va revenir au tableau le temps que vous finissiez de mettre en avant vos messages qui parlent de NXT UK pour que je puisse les lire, y répondre, y réagir, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pardon, c'est Orange NXT UK. Alors, on a Ayla Dawn contre Meiko Satomura. Je lui ai mis B+, c'est ça. Ayla Dawn ici contre Meiko Satomura ici. Ensuite, on a Noam Dar, Chassavios, pardon. Et Sid Scala, j'ai mis C+. Alors, c'est ici, Noam Dar. J'ai envie de mettre Ed Harvey sur mon tableau juste parce que je sais que ça l'emmerde. Ce qui est pas bien, ce qui est totalement puéril. Et Sid Scala ici. Ensuite, Piper Niven contre Amal. Et en même temps, elle a super mal choisi son pseudo aussi. Je veux dire, le Hurt Business, il s'appelle le Hurt Business parce qu'il hurt. Amal, elle s'appelle Amal. Bah, faut pas qu'elle s'étonne derrière. Ah, pourquoi c'est encore à 0? Mince. Attendez, il y a un problème avec mon tableau. J'ai réglé ce problème très vite. Andrews et Webster contre Primate et Eddie Dennis parce que personne d'autre n'a jamais fait partie de cette rivalité. Merci beaucoup à Asagi Saya qui a offert un mois d'abonnement à Aldebaran. C'est très généreux de ta part. Je suis sûr qu'il t'en sera reconnaissant. En tout cas, moi je le suis. Eddie Dennis. J'ai du mal à démarrer. Primate et Andrews et Webster. Ils sont ici. C'est fantastique. Nous n'avons pas eu de match pour un titre. Non, nous n'avons pas eu de match pour un titre. Et donc j'ai vu qu'il y avait un problème avec mon tableau. Parce que le score de Ayla Dawn par exemple et Amal sont pas censés être à 0. Pourquoi vous êtes à 0, mesdames? Ah, c'est ici. C'est ici que nous avons un problème. Ne vous inquiétez pas, ça se règle généralement très vite. Si ça se règle pas très vite, je règle ça hors caméra. Ici, pouf pouf, et Ayla Dawn 8,9 et Amal 6,5. Ok, on est bon. Pouf pouf. Et j'attribue les points bonus, pardon, j'ai oublié les points bonus. 3 points à Meiko Satomura sans aucune hésitation, c'est vraiment celle qui a été le plus mise en avant dans ce show. 2 points pour Mark Andrews et Flash Morgan Webster. Andrews et Webster, c'est I. Et 1 point pour Ayla Dawn. 1 point pour Ayla Dawn. Vraiment. Oui, parce que, oui, d'accord, non, je vois mon raisonnement.
parce qu'elle n'a pas démérité dans un match où elle aurait pu se faire manger toute crue et personne n'aurait vu l'inconvénient. Regardons les messages mis en avant. Nous en avons 2 concernant NXT UK, et c'est parti! Aldebaran, qui vient du coup d'avoir un abonnement, ce qui est très chouette. Salut Lynx, j'espère que tu vas bien. Smiley. Est-ce que tu vois Amal sortir des jobbers pour aller tâter du main event à NXT UK, un de ces 4? Honnêtement, non. Mais j'espère me tromper. Après tout, c'est une championne de... Est-ce que ça se prononce WXW? Est-ce que ça se prononce WXW? Ou est-ce que ça se prononce VXV en allemand? Parce que c'est une promotion allemande. J'aurais tendance à dire VXV. Bref, la plus grosse fédération de catch européenne après NXT UK, qui appartient à la WWE. Amal était championne là-bas. Donc je ne sais pas. Je ne pense pas. J'espère que je me trompe. Chez Shire TV, me dit bonjour Lynx, tout le monde t'a déjà demandé comment tu allais, donc je ne vais pas le faire. Personne m'a demandé aujourd'hui. Du coup, Walter, il est coincé entre NXT et NXT UK. Je sais pas où est Walter. Je ne sais pas où il est. Alors, en ce moment, on tease son arrivée à NXT. Vut. Je ne sais pas où il est. Où qu'il soit, Mais Walter, c'est un ours, c'est-à-dire que il sort une fois par an pour massacrer le voisinage et puis il repart hiberner. Donc je sais pas où est-ce qu'il va popper la prochaine fois, mais j'ai bien hâte de le voir. Alors, c'en est fini de vos questions concernant NXT UK. FAO, on dirait ça se dit FAO. Ah oui, pardon. V, c'est VCV. Et FAO, c'est W, pardon. Ça fait un moment que c'est fini les cours d'allemand. Donc FAO. Oh, c'est un peu cool. On va passer au récap de SmackDown, si vous le voulez. SmackDown qui a eu un B-, ce qui fait de SmackDown, sauf erreur de ma part, je vais vérifier sur mon tableau très vite fait, ce qui fait de SmackDown, sauf erreur de ma part, le 2e meilleur show de cette semaine. C'est ça. C'est ça. C'est pas souvent. Alors, remarque, il suffit que NXT et Dynamite soient pas spécialement au niveau, et puis, pas. Le show a commencé avec Adam Pearce, c'est le personnage de Watch Dogs. Le show a commencé avec Adam Pearce sur le ring, dans un coin parce qu'il avait peur, parce que Roman Reigns descend sur le ring avec Jey Uso et Paul Heyman et... Ah oui, d'accord, excusez-moi, je suis en train de relire mes notes et je lis la régie qui nous rappelle que les écrans détestent Roman Reigns. Parce qu'en fait... t'entends des chants You Suck, mais comme il n'y a pas de public, c'est des chants qui sont générés par la régie, et ils sonnent incroyablement faux. En fait, les applaudissements, ça passe à peu près, les huées, ça passe à peu près, un petit peu moins, mais alors les chants, tu sens que c'est vraiment un sample de un chant qui est répété. Ça fait You Suck, You Suck, You Suck, You Suck, You Suck, You Suck, sans la moindre variété, et du coup ça fait, si t'imagines qu'ils sont en train de chanter autre chose, tu vas les entendre chanter autre chose. Moi j'imagine qu'ils chantent ou ça, et ça fonctionne très bien. Ou ça, voilà. Bref, donc oui, la régie déteste Roman Reigns et elle appuie très très fort sur le bouton You Suck. Reigns dit que Adam Pearce devrait pas être dans le coin, que lui, Reigns, n'a pas à l'attendre, et qu'il n'a pas à attendre Edge non plus. Edge qui tarde à prendre sa décision. Mais il explique que de la même façon qu'Adam Pearce a peur de Roman Reigns, Edge a également peur de Roman Reigns, et il essaye de placer ses pions. Il espère que d'une façon ou d'une autre, Roman Reigns ne sera plus champion après Elimination Chamber, ce qui lui facilitera la tâche. À ce moment-là, Adam Pearce lui apprend que, comme Drew McIntyre devra défendre son titre dans l'Elimination Chamber, Reigns devra également défendre son titre dans l'Elimination Chamber. Sauf que Paul Heyman réagit en disant « Excusez-moi, monsieur, il me semble que vous n'êtes pas au courant. » Excusez-moi, je mets juste mes photos de SmackDown pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Il me semble que vous n'êtes pas au courant que, effectivement, dans le contrat de champion, il est écrit que Roman Reigns doit défendre son titre à Elimination Chamber, mais pas dans un match Elimination Chamber. Donc, il défendra son titre, mais l'Elimination Chamber couronnera un aspirant numéro 1 au titre. Vous mettez qui vous voulez dans l'Elimination Chamber, et il gagnera un match directement contre Roman Reigns.
Du moins, c'est ce que j'ai compris. Il me semble que c'est... il va y avoir l'Elimination Chamber côté SmackDown, et directement après, enfin, ou alors à la fin du show, enfin, dans la même nuit, le gagnant de l'Elimination Chamber contre Roman Reigns. Il lui dit que de toute manière, ça, c'est une blague que j'ai beaucoup aimé. Il lui dit que de toute manière, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va virer Roman Reigns quelques semaines avant WrestleMania? Il sait bien que l'année dernière, ils ont fait WrestleMania sans Roman Reigns. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le WrestleMania où il y a eu le moins de public de l'histoire de WrestleMania. Voilà. C'est la grosse mauvaise foi. Moi, ça m'a fait rire. Donc du coup, Adam Pearce me dit qu'il va y avoir des matchs de qualification pour l'Elimination Chamber côté SmackDown, mais que 2 catcheurs n'auront pas besoin de se qualifier. Ces 2 catcheurs qui ont amené Roman Reigns à ses limites. D'une part, Jey Uso, donc le cousin de Roman Reigns, et d'autre part, évidemment, Kevin Owens. Je ne sais pas si j'aime bien ça, que... J'aime bien le côté, c'est justifié, que Kevin Owens et Jey Uso n'aient pas besoin de se qualifier. Mais j'aime pas bien le fait que tu les as déjà beaucoup affrontés, donc tu pourras les réaffronter. Au contraire, s'il y a une raison qui fait que Jey Uso et Kevin Owens ne pourraient pas se qualifier pour l'Elimination Chamber, c'est que vous avez déjà eu votre chance, vous avez raté. Mais je comprends aussi l'argument, ils ont eu des matchs de championnat et ils ont failli gagner. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de se qualifier à un match qualificatif. Voilà. Ensuite, excusez-moi, je bave, je sais pas ce qui se passe. Si, je sais ce qui se passe, il fait froid. Il fait froid, du coup j'ai les lèvres gercées et du coup... Ensuite, est-ce qu'on n'est pas un peu sexy sur ce live? Moi je pense que si. Ensuite, Sonya Deville, on est en coulisses. Adam Pearce est au téléphone, Sonya Deville l'interrompt en lui disant bon alors du coup, t'en fais pas pour ce soir, j'ai prévu quelque chose pour les matchs de qualification. Les 2 matchs par équipe qu'on avait prévus, on n'a qu'à dire que c'est des matchs qualificatifs. Et l'équipe qui gagne est qualifiée pour l'Elimination Chamber. Ce que j'ai bien aimé dans ce segment, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils avaient des matchs prévus pour ce soir. Ça a l'air con, hein, mais il y a un cliché auquel on se fait trop facilement dans le milieu du catch, c'est le show commence, quelqu'un provoque quelqu'un d'autre, l'autre arrive et dit ah ouais, et là la figure d'autorité arrive et dit eh bien mesdames et messieurs, nous avons un main event, et du coup tu te dis attends, t'avais pas de main event quand le show a commencé, qu'est-ce qui se passe? Là c'est bien de se dire ils avaient prévu un show et du coup ils ont dû adapter le show en ajoutant la stipulation c'est qualificatif pour l'Elimination Chamber. Est-ce que vous parlez plus parce que vous êtes subjugué par mon charisme ou est-ce que j'ai un problème avec le retour du chat? Ensuite, nous avons eu donc un des fameux matchs en équipe qui était prévu, à savoir King Corbin et Sami Zayn contre Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio. Alors Zayn fait une promo avant le match, comme quoi la WWE essaye encore une fois de la lui faire à l'envers parce qu'ils veulent que les Mysterio gagnent pour plaire au marché sud-américain. Bref, Sami Zayn est toujours en plein délire complotiste et moi je trouve ça très drôle. Ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est que Sami Zayn a gagné de façon complètement clean contre Dominic Mysterio. Et je sais pas si c'est une bonne idée, parce que Sami Zayn jusque-là, la façon qu'il avait de gagner, c'était d'être plus fourbe, d'être plus malin que son adversaire. Là, ça veut vraiment dire il est meilleur. Point. Ils ont pas triché pour gagner, ils ont juste gagné. Merci beaucoup pour les cheers. Encore à Sagisaya. C'est des beats, pardon. Merci pour les beats. J'adore les beats. Merci beaucoup à Sagisaya, c'est gentil. Je sais pas trop si j'aime bien ça. Du coup, j'ai mis C au truc parce que en plus, le match était court. Il y a pas eu. Personne n'a brillé dans le match, quoi. Mais personne n'a vraiment perdu. Le seul qui a perdu un peu, c'est Dominic Mysterio. Bon, c'est un rookie. Il peut se permettre de perdre. C'est quoi. Ensuite, les Dirty Dogs sont allés voir Adam Pearce et Sonya Deville en coulisses pour suggérer une idée, suggérer de les faire rentrer dans l'Elimination Chamber. Sonya Deville leur dit, écoutez, pas de souci, vous pourrez rentrer dans l'Elimination Chamber si vous parvenez à battre Cesaro et Daniel Bryan, qui sont vos adversaires ce soir. Voilà, bon, ça c'est allé vite. Ensuite, ça, on a un problème.
on a un problème de Sasha Banks. Je pense qu'on a un problème de Sasha Banks. On voit Reginald qui arrive avec une coupe de champagne sur, sur un plateau, mais vu qu'il est absolument pas sommelier, il est obligé de la maintenir pour pas en foutre partout. Sasha Banks est en train de parler avec Kalisto, ce qui pose pas de problème, ils sont amis, ils discutent. Reginald arrive et dit « Je voulais te présenter des excuses pour mon comportement de la semaine dernière. Et Sasha Banks... Mon problème, c'est que Sasha Banks joue le rôle de Carmella avec Reginald. Elle est dans la séduction et dans l'humiliation. Carmella est nettement moins dans la séduction, très bizarrement. Carmella, son personnage, c'est, je veux dire, son entrée, elle danse avec un projecteur qui projette sa silhouette sur un drap blanc. Enfin, c'est très, j'allais dire érotique. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais il y a une dimension de séduction dans le personnage de Carmella. Et là, c'est Sasha Banks qui joue avec les dreads de Reginald en lui disant alors, ça veut dire que tu penses vraiment que je peux battre Bianca Belair? Reginald prouve qu'il sait parler français en lui répondant absolument. Absolument, aucun doute à ce sujet. Et Sasha Banks rigole en faisant c'est une heel, quoi. Sasha Banks c'est une heel. Si je suis censé être de son côté, faut qu'elle arrête tout ça. Après ça, Reginald lui offre une coupe de champagne et Sasha Banks le remercie même pas. Sasha Banks se comporte en heel, enfin en ce qui me concerne. Je comprends pas. Elle joue le rôle de Carmella en encore plus humiliant, encore plus tu es ma chose que Carmella. Je ne comprends pas. Donc j'ai mis D à ce segment-là. Parce que j'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai pas l'impression... Parce que des fois, tu sais, tu te dis, il y a des personnages, ils se comportent en babyface, moi ça passe pas. Si je dois vous donner un exemple comme ça... à brûle pour point. Un personnage dont je sais qu'il est censé être face, mais moi j'arrive pas à accrocher. Lana. Lana, l'année dernière, quand elle arrêtait pas de passer à travers une table et qu'elle... Non, Lana, c'était mal raconté. Mauvais exemple. Mais elle faisait rien de mal, Lana. C'est juste qu'elle faisait rien de bien non plus. Mais elle faisait rien de mal. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me dire Lana se comporte en heel. À une seule exception près, c'est quand elle a gagné Survivor Series en faisant rien et qu'après elle a célébré ça en mode ouais, j'ai gagné par chance, je suis vraiment trop fort. Là, c'est une heel. Là, c'est complètement un comportement de heel qui gagne. Bon, mauvais exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui me suggèrent des trucs dans... Non, pas Charlotte Flair. Charlotte Flair se comporte en heel aussi. Roman Reigns du passé. Roman Reigns du passé, il s'est jamais comporté vraiment en heel. Là encore, il y a des exceptions. Le premier truc qui me vient, c'est quand il a foutu de la bouffe pour chien sur la tronche de Baron Corbin. Mais bon, admettons, voilà. Reigns s'est jamais vraiment comporté en heel. Il se comportait en face, mais ça passait pas. Là, Sasha Banks, c'est complètement différent. Sasha Banks... Alors, heel, H2EL, ça veut dire méchant. Globalement. Il y a les face et les heel. Les face se comportent en... C'est pas qu'ils se comportent en gentil, c'est que le public est censé être pour eux. Et les heels, le public est censé vouloir qu'ils se fassent battre. Donc globalement, c'est gentil et méchant, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des subtilités, quoi, disons ça comme ça. Donc ouais, non, je trouve que Sasha Banks se comporte à 100% en heel. Je ne peux pas être du côté de Sasha Banks quand elle rit comme ça à l'humiliation d'un gars qui s'est fait fouetter le cul la semaine dernière. Ça peut être très curieux si vous n'avez pas le contexte de la semaine dernière, mais voilà, j'ai un problème avec ça. Bon, j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce segment. Ensuite, on a Biggie qui est sur le ring, qui nous rappelle que la semaine dernière, il a gagné contre toute attente contre Apollo Crews et Sami Zayn dans un match triple menace, dans un match à 3. Apollo intervient et dit « Je sais ce que tu vas dire, tu vas proposer un Open Challenge, donc un défi ouvert à tous pour le titre intercontinental, et je l'accepte. » Biggie dit « T'as partiellement raison. J'allais proposer un match, un Open Challenge ouvert à tous, sauf à toi. »
Apollo refuse d'entendre, voilà, Apollo dit non, 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 je veux mon match pour le temps que tu auras ce titre-là, tu n'en auras pas fini avec moi. Biggie, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont en train de se parler sans le micro, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'ils se disent, mais ils parlent pas dans le micro, ils se parlent vraiment d'homme à homme, quoi. Et ils se disent, non, t'en as pas fini avec moi. Si, j'en ai fini avec toi. Non, t'en as pas fini avec moi. Tant que t'as le titre, t'as pas fini. J'ai fini en ski. C'est vraiment une querelle de couple. J'ai envie de leur dire, les mecs, couchez ensemble, histoire d'évacuer ça, parce que c'est pas possible, quoi. Et là-dessus, Biggie reprend son micro et dit, amenez-moi mon prochain challenger. La musique de Shinsuke Nakamura retentit et je constate que je n'ai déjà plus le frisson de réentendre cette musique. La tristesse est totale. Mumus, tu vas pas sortir. Mus. Déjà que t'as trahi Drew McIntyre, je vais pas commencer à vouloir sortir pendant que je fais mes lives. Donc, Nakamura arrive sur le ring, mais le match ne dure pas, puisque au milieu du match, pratiquement au bout de 2 ou 3 minutes de match, je n'ai pas regardé, mais peut-être c'est plus longtemps, moi ça m'a paru très court, Apollo Crews fait un dropkick sur Biggie pour le disqualifier, enfin pour disqualifier Biggie, du coup Biggie a gagné par disqualification, mais bon ça ne veut rien dire, j'ai mis C- à ce match-là, parce qu'il a pratiquement pas duré, c'est un peu dommage, parce que, ben... Shinsuke est retourné à la case où il était avant sa performance dans le Gauntlet match, quoi. Il était rien avant, il a fait un face turn. J'ai retrouvé la hype. Elle a disparu. Bien joué. Bien joué. Bien joué parce que c'est pas une hype facile à faire disparaître et ça a été incroyablement efficace. Tous les catcheurs et catcheuses de SmackDown vont aux abords du... J'aurais dû prévoir la suite. Tous les catcheurs et catcheuses de SmackDown vont aux abords du ring pour... Dommage, j'aurais dû prévoir un truc. J'ai pas fait gaffe que... Bon, bref. Tous les catcheurs et catcheuses de SmackDown vont aux abords du ring pour célébrer le retour de Seth Rollins. Il revient avec son ancienne musique, et là je me suis dit, ah non, ils vont faire la connerie. Ils vont le faire redevenir face parce que ça faisait longtemps qu'il était plus là. Maintenant il est là. Changement de personnage parce qu'il est parti depuis longtemps. Son ancienne musique, le Burn It Down, est indéniablement meilleure que la musique qu'il avait quand il était le Messie du lundi soir. Mais voilà, j'avais vraiment peur que qu'ils nous disent je suis Seth Rollins et maintenant je suis gentil. Donc Rollins dit que beaucoup de choses ont changé depuis qu'il s'est sacrifié à Survivor Series, mais que la chose qui a le plus changé c'est lui, parce qu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, il est devenu le père d'une parfaite petite fille qui s'appelle Roux, R-O-U-X. Je trouve ça à la fois très drôle et vraiment adorable. Quand il regarde autour du ring, il voit les meilleurs catcheurs de cette industrie et se demande quelle est sa place. Là, je me dis, oh non, mais pourquoi... J'aime pas les turns random. J'aime bien les turns motivés. Et pour moi, je suis parti pendant 4 mois, j'ai eu un enfant, maintenant je suis gentil, c'est pas une motivation. J'aime bien quand les turns sont... je me suis rendu compte que je me suis comporté comme un connard et j'aimerais vous présenter à tous des excuses. Je vais essayer d'être un meilleur leader pour cette division. Voilà, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il m'a eu. Il m'a complètement eu, puisque la place qu'il a dans ce roster, c'est être le leader pour amener SmackDown vers un avenir meilleur. Bref, il est toujours dans son délire mégalo, où c'est lui qui mène tout le monde. Coucou Mumus, laisse-moi deviner, t'as envie de sortir. Eh oui, je sais. Et donc du coup, c'est un peu maladroit parce qu'à ce stade, tout le monde s'est barré. Quand il a commencé à dire, je suis le leader, tout le monde s'est barré. Et je me suis dit, si vous êtes venu aux alentours du ring, c'est bien que vous le considérez comme un leader. Bon, je me doute que c'est parce que on leur a dit de venir. Mais bref, il dit je suis le leader et tout le monde se barre. Ça m'a dissuadé. Bref, tout le monde se barre. Il y a un truc qui m'a frustré un peu, c'est que Murphy est un tout petit peu resté avant de se barrer. Parce que sur le coup, je me suis dit, oh, Murphy reste, il va le retrouver. Parce que ça aurait du sens. Ça aurait un sens que Murphy se dise c'est quoi Seth Rollins? T'avais raison depuis le début. Depuis que t'es parti, je fais plus rien. Depuis que t'es parti, il n'y a plus rien pour moi. Donc t'avais raison. C'est toi qu'il faut que je suive. Voilà. C'était cohérent.
Mais non, Murphy s'est barré avec tous les autres. Tous les autres, non, un irréductible suisse est demeuré autour du ring. Pour aucune raison, parce qu'il s'est barré après. après. C'est-à-dire que Seth Rollins a constaté que Cesaro était toujours là. Cesaro lui a dit bah oui, mais non. Et là, il a commencé à se barrer. Là, du coup, Seth Rollins lui dit ouais, il faut pas trop se foutre de ma gueule non plus. Rollins s'est précipité hors du ring pour en mettre plein la gueule à Cesaro. Ce qui a réouvert ses points. Il avait des points de suture au niveau du crâne, ça les a réouverts. Ça fait un peu peur des fois. Hein. Daniel Bryan est intervenu pour sauver Cesaro parce que Daniel Bryan a un match avec Cesaro contre les Dirty Dogs ce soir. Ensuite, on a eu un match, je suis content parce que j'ai réussi à avoir une capture avec tout le monde impliqué. Un match Bayley contre Liv Morgan du Riot Squad, avec donc Ruby Riot qui accompagne Liv Morgan. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est pendant le match, on a vu en coulisses Natalya et Tamina en train de regarder le match. Ça m'a fait rire parce que cette équipe, c'est rien. Quoi. Je veux dire, Natalya et Tamina, c'est leur histoire. Billie Kay cherche toujours sa place au sein de... que vous voyez là, Billie Kay. Billie Kay cherche toujours sa place au sein de la division féminine par équipe. Elle a voulu avoir un match avec Natalya contre le Riot Squad. Elle a perdu. Elle a voulu avoir un match avec Tamina. Bon, bref, je sais plus dans quel ordre, lesquels des deux, bref. Contre le Riot Squad, elle a encore perdu. Après, elle s'est dit, ouais, mais c'est parce que je suis une meilleure manager. Alors, elle a managé l'équipe de Tamina et Natalya, parce que j'ai trouvé ça drôle, parce que c'est deux catcheuses random à qui elle a demandé de l'aide. Voilà. Tamina et Natalya ont perdu. Et après, on a essayé de nous faire passer Natalya et Tamina pour une vraie équipe. Pendant une semaine. La semaine suivante, Natalya et Tamina, j'exagère, je grossis le trait, mais Natalya et Tamina se sont affrontés pour déterminer l'aspirante numéro 1, pour déterminer la 30e entrée dans le Rumble féminin. Du coup, tu te dis, attends, mais elles n'étaient pas en équipe, parce que on n'arrivait pas à croire qu'elles étaient en équipe, mais vous nous avez dit qu'elles étaient en équipe. Là, vous nous dites qu'elles s'affrontent, donc elles sont plus en équipe. Et là, les voir regarder le match, mais... Qu'est-ce que vous faites? Bref. Et derrière Michael Cole, ce pauvre Michael Cole à qui on demande de dire les pires conneries pour essayer de faire tenir les trucs ensemble alors que c'est mort depuis le début. Michael Cole qui dit ah, Natalya et Tamina, des amis de longue date. si tu veux Michael. Bref, je comprenais pas vraiment l'intérêt du match parce que ça a commencé vraiment Liv Morgan avec Ruby Riott contre Bayley. Et je me suis dit, c'est bizarre que Billie Kay soit pas là d'une façon ou d'une autre parce que c'est l'histoire de Billie Kay. C'est Billie Kay qui n'arrive pas à s'intégrer dans la... Depuis qu'elle est plus en équipe avec Peyton Royce, elle n'arrive plus à s'intégrer dans la division par équipe féminine. Mais Billie Kay a fini par intervenir avec son CV, avec un collage avec les têtes de Ruby Riott et de Liv Morgan, avec une espèce de petit pompon pour présenter ses excuses à Ruby Riott qui essaie de la faire se barrer parce que c'est pas le moment. Billie Kay insiste. Riot prend les CV et les jette sur le ring. L'arbitre, c'est le bordel, l'arbitre commence à virer les trucs. Bayley en profite pour tricher. Et encore une fois, Billie Kay a coûté la victoire au Riot Squad. Mais c'est jamais vraiment sa faute. À chaque fois, elle essaye de bien faire. Et à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui distrait l'arbitre. Ce qui finit par... c'est jamais la faute de Billie Kay. Et je trouve ça relativement subtil. J'aime beaucoup cette histoire. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que la semaine dernière, Billie Kay a proposé ses services à Bayley. Ça veut vraiment dire gentil ou méchant, je m'en fous, j'essaie de trouver ma place. Donc voilà. Et là, Bayley, quittant le ring, voit Billie Kay par terre avec son CV et la remercie ironiquement, genre tu fais vraiment un taf génial. Bayley fonctionne très bien en heel. Bayley fonctionne vraiment très très bien en heel. Et j'ai de la peine pour Billie Kay. En fait, tout fonctionne très bien. C'est pour ça que j'ai fait passer la note de C+ à B parce que je trouve, voilà, c'est une des histoires qui m'investit le plus à SmackDown. Donc voilà, ça mérite un B. Ensuite, on a eu un match Street Profits contre Alpha Academy. Je lui ai mis un B. Je suis gentil parce que c'était un match rigolo, quoi. C'est-à-dire les deux équipes avaient une petite vignette avant leur match. Les Street Profits ont fait une allusion à un truc que je connaissais pas, je me suis renseigné du coup. C'est merde, je sais plus quel sport il fait. Un sportif qui disait je suis juste là pour qu'on me mette pas une amende. I'm just here so I won't get fined.
c'était devant des journalistes. Et à chaque fois qu'un journaliste lui posait une question, au début il dit, je vous préviens, la seule chose que je vais vous répondre c'est I'm just here so I won't get fined. Et effectivement, à chaque fois qu'un journaliste lui pose une question, et ils arrêtent jamais de lui poser des questions, j'ai trouvé l'interview très drôle. Bref, et à chaque fois qu'un journaliste lui pose la question, il répond I'm just here so I won't get fined. Voilà, et du coup ils font une allusion à ça. Et Otis et Chad Gable de l'Alpha Academy montrent la nouvelle prise de finition sur laquelle ils ont travaillé. Otis fait une corde à linge, une discus clothesline, donc une corde à linge avec un tour sur toi-même. Et Chad Gable fait un German suplex dans la foulée. C'était marrant. À un moment donné, Montez-Ford fait un saut périlleux par-dessus la troisième corde et Otis réagit en faisant OK, that was cool. Bref, c'était drôle. Et à un moment donné, j'étais hyper hypé parce que Otis avait réussi à porter son Caterpillar et Chad Gable monte sur la deuxième corde en faisant oh, c'est le moment, c'est là qu'il faut le faire. Et je me suis dit oh oui, allez-y, faites-le, vous allez gagner le match. Mais non, parce qu'ils n'allaient pas gagner le match, mais c'était sûr parce que toute l'histoire du match, c'était montrer que Montez-Ford était à nouveau 100% médicalement apte à catcher, que son genou n'avait plus aucun problème. Merci beaucoup pour ton abonnement, pour l'abonnement que tu offres encore une fois à Sagi Saya. Je dis elle parce que ton pseudo se termine par un A. Voilà. 7 personnes. Régale. Elle distribue les abonnements. Merci beaucoup à toi. Comment? Ah, j'ai perdu le fil. Je le sais pourtant qu'il ne faut pas que je m'interrompe. Oui, l'histoire c'était de prouver que Montez-Ford était médicalement apte, parce que l'histoire c'était qu'il voulait un rematch contre les Dirty Dogs, et ils les ont pas eu parce que Sonya Deville avait peur que Montez-Ford soit pas à 100% au niveau de son genou qui était blessé. Donc voilà, il a prouvé que son genou allait très très bien, donc j'imagine qu'on se dirige vers un rematch Dirty Dogs contre Street Profits. Et pourquoi pas. Pitié. Alors, j'ai mis D à ce segment suivant. Sasha Banks est sur le ring. Elle dit j'aime bien Bianca Belair. Du coup, Bianca Belair intervient. Bianca Belair intervient pour dire franchement rien. À ce moment-là, la musique de Nia Jax retentit et Nia Jax et Shayna Baszler les interrompent. Warum nicht? Shayna rappelle que la nuit où Bianca Belair a remporté le Royal Rumble, elle et Nia Jax ont battu Asuka et Charlotte Flair pour les titres par équipe, et je me dis putain, mais quand tu le résumes comme ça, c'est quand même dingue que ça sonne pas plus prestigieux que ça, quoi. Elles ont battu Asuka et Charlotte Flair. C'est deux des plus grands noms dans la division féminine. Et évidemment, pour les humilier, Bianca Belair, c'est l'extrait que vous voyez là, Bianca Belair et Sasha Banks diffusent les deux matchs qu'elles ont perdus cette semaine à Raw, donc... d'abord, elle montre le deuxième match, Naomi qui a battu Shayna Baszler. Et après, évidemment, elle montre le segment qui a le plus fait parler cette semaine, à savoir Nia Jax qui rate une descente de la cuisse et qui scelle non, très mauvais choix de mots du coup, qui vend sa blessure en criant « Aïe, my hole !» C'est complètement comme ça que j'aurais dû appeler mon stream de mardi. Aïe, mon trou. Donc voilà, c'est histoire d'humilier les championnes par équipe. Donc évidemment, Nia Jax et Shayna Baszler s'énervent, elles essayent de leur en mettre plein la gueule, mais c'est elles qui en prennent plein la gueule. Elles font tomber Nia Jax sur son cul, Nia Jax il fait « Oh, mon cul !» Bref, D. Merci beaucoup à Sagi Saya qui continue d'arroser. C'est pas arroser qu'on dit. Qui continue de... C'est pas rincer non plus. Si, c'est moi qui rince. Si, c'est ça. Continue de rincer. Sagi Saya qui est en feu. Donc ouais, j'ai vraiment pas aimé ce segment. Et ensuite, c'était le main event. Cesaro et Daniel Bryan contre les Dirty Dogs. Faut vraiment que je fasse une emote perso Dirty Dogs. Je ne sais pas pourquoi j'ai claqué des doigts. Très tôt dans le match, Sami Zayn et King Corbin, qui sont déjà qualifiés pour l'Elimination Chamber la semaine prochaine, arrivent aux abords du ring et on voit Roman Reigns en train de regarder le match depuis son vestiaire. Tout le match est construit pour mettre en avant Cesaro, c'est-à-dire que le hot tag, est-ce que c'est nécessaire que j'explique ce que c'est un hot tag? J'attends votre réponse
dans les commentaires, dans le chat. Le tag est construit pour Cesaro et Cesaro finit par gagner le match avec sa combinaison de backbreaker, swing et sharpshooter, la prise de soumission, le sharpshooter, ce qui lui avait déjà permis de gagner contre Daniel Bryan la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, et qui lui permet de gagner contre Dolph Ziggler cette semaine. J'aime bien qu'il continue de pusher Cesaro, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment très cool. Pas grand chose à dire de plus sur ce match. Excusez-moi, je regardais juste le chat pour voir si j'avais des réponses, mais apparemment ça va. Mais alors, après le match, Jey Uso, qui est également donc du coup dans l'Elimination Chamber de la semaine prochaine, a attaqué Cesaro. Et évidemment, Sami Zayn et King Corbin ont attaqué Daniel Bryan. Puis, ils ont ensuite attaqué Jey Uso parce que les alignements n'ont aucune valeur. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que les heels fonctionnent pas. Les heels soient pas tous copains et les faces soient pas tous copains. Donc, Jey Uso, Zayn et Corbin ont attaqué Jey Uso en se disant ouais, c'est bon, on va faire équipe. Tu parles, Zayn, il a pris Corbin pour l'envoyer dans un coin, après quoi, hop là, Daniel Bryan a fait son running knee sur Sami Zayn, et ensuite il a attaqué Corbin, j'ai écrit qu'il a attaqué Corbin, c'est peut-être le cas, et Bella Torres s'est abonné tout seul avec son Prime, merci beaucoup à toi, tout seul ou toute seule, je ne sais pas, là-dessus, Kevin Owens arrive, et là, tu vois, autant quand j'ai entendu la musique d'entrée de Shinsuke Nakamura, je me suis dit, oh c'est dommage, je ressens rien. Oh, quelle tristesse. Alors que quand la musique de Kevin Owens a retenti, je me suis dit, ok, j'en ai marre de ton histoire avec Roman Reigns, mais oh, continue de faire ce que tu fais, et c'est ce qu'il a fait, il a distribué des stunners à absolument tout le monde, il a commencé par Corbin, il a enchaîné avec Daniel Bryan, il a enchaîné avec Cesaro, Jey Uso a essayé de lui mettre un coup de pied, bram, stunner dans ta mouille, et sous le regard un petit peu dégoûté de Roman Reigns, qui était toujours dans son vestiaire en train de regarder le match, et Kevin Owens prend une chaise, s'assoit au milieu du ring, regarde la caméra et dit « J'en ai pas fini avec toi, Roman Reigns, j'en aurai jamais fini avec toi. » Ce qui est extrêmement cool. J'ai mis un B. Oh, je me trouve léger. Bon, écoutez, c'était bien quand même. Allez, on va dire que ça mérite un B. On va remplir le tableau, mais globalement, ouais, SmackDown a été le meilleur show de la semaine, le deuxième meilleur show de la semaine, après NXT UK. Tiens, j'en ai pas parlé. NXT UK Dynamite et AEW, si jamais vous avez envie de savoir comment booker une division féminine, vous avez un show de 2 heures et vous dites ouais, mais on n'a pas assez de temps pour avoir une plateforme pour le catch féminin. En 1 heure, NXT UK, ils ont ouvert le match avec la présentation d'une légende du catch féminin. Vous avez Aja Kong dans votre tournoi pour le titre féminin à AEW. J'ai appris par les commentaires que c'était une légende. S'ils me l'avaient pas dit, je l'aurais jamais su. Pour moi, c'était vraiment juste un nom, quoi. Mais toutes, c'est juste des noms. Ensuite, il y a eu un segment pour nous présenter Dani Luna. Il y a eu un segment pour nous présenter Aeva Valkyrie. Il y a eu donc Meiko Satomura qui a défié la championne Kylie Ray. Donc il y a une rivalité au niveau du titre. Il y a eu un match, il y a eu Nina Samuels qui a poursuivi sa rivalité avec Zia Brookside, et il y a eu Piper Niven contre Amal, pour continuer la rivalité entre Piper Niven et Ginny. Et je refuse de croire qu'ils ont plus de catcheuses à NXT UK qu'à Dynamite. Donc voilà, c'est parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la représentation des catcheuses à Dynamite, leur donner des trucs à faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Leur donner des histoires, leur donner des rôles, leur donner des trucs, voilà. Bref, j'avais juste envie de, parce que ça m'avait j'avais juste envie de citer un exemple de comment est-ce que tu bookes bien une division féminine. Et allons-y pour le tableau. Si jamais vous venez d'arriver mais que vous êtes abonné, vous pouvez utiliser l'emote personnalisé Bonjour Tableau afin de saluer le tableau. Ah. Alors, les notes de SmackDown. Nous avons commencé avec Roman Reigns contre personne puisque c'était un segment où il parlait. Donc Kevin Owens n'était pas là. Roman Reigns, Paul Heyman, Jey Uso et Adam Pearce doivent être plus bas, j'imagine. Il est là. Oh, il est là. Il y a déjà un 7 parce qu'il y avait un segment à Raw, je crois.
Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Ok. Ma souris a décidé qu'elle faisait la grève. Ok. Ensuite, on a eu le match Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre King Corbin pardon, et Sami Zayn. Ici, auquel j'ai mis un C, je vous l'ai déjà dit. Il me semble que Sami Zayn, il est dans la... Oh, où est Sami Zayn? Ah, il est là. Faut que je mette à jour mes storylines. Ensuite, on a eu le segment avec Biggie et Apollo Crews. J'ai sonné très parisien. Apollo Crews. Biggie ici et Apollo Crews. C'était pas une insulte de quelque ordre que ce soit, avec une intervention de Shinsuke Nakamura. Et nous avons eu le match Biggie. J'ai mis combien ce match-là? C'est moi, ouais, c'est ça. Biggie contre Shinsuke Nakamura. Avec une intervention évidemment de Apollo Crews. Dernier appel d'ailleurs, si vous voulez mettre votre message en avant pour que j'y réagisse ou que je réponde à vos questions, vous pouvez le faire en vous servant de la fonctionnalité qui se trouve sous le chat, mettre mon message en avant. Et voilà, et je ferai ça après avoir fini de mettre mes points, donc dernier appel pour ça. Le segment avec Seth Rollins et Cesaro, je lui ai mis à moins. Seth Rollins et Cesaro, où êtes-vous? Alors attends, c'est nouveau. Ah, ça. Et j'ai mis à moins en rôle secondaire à pratiquement tout le roster, de SmackDown. Mais je l'ai mis hors cadre parce que je me suis dit que ce serait extrêmement chiant. Parce que là, on est en train de s'éclater. Bayley contre Liv Morgan avec Ruby Riott et Billie Kay, c'est ça? Et évidemment Tamina et Natalia qui regardent, mais je vais pas leur mettre des points, faut pas déconner. Bayley contre Ruby Riott, non, Liv Morgan. Avec dans un rôle secondaire Ruby Riott et Billie Kay. Ok. Ensuite, nous avons eu le match Street Profits contre Alpha Academy. Allons-y. Hop, 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 hop. Ensuite, on a eu le segment à la con avec Bianca Belair et Sasha Banks. C'est dommage parce que Sasha Banks, j'avais hâte qu'elle ait un run de championnat et elle fait que de la merde et c'est vraiment dommage. Avec Nia Jax et Shayna Baszler, évidemment. Voilà. Ensuite, nous avons eu le match, le main event de Cesaro et Daniel Bryan contre les Dirty Dogs. Cesaro ici et Daniel Bryan ici contre les Dirty Dogs ici et avec Corbin et... Oui, Corbin. Où es-tu, Corbin? Où es-tu, Corbin? Corbin et Sami Zayn. Sami Zayn, j'ai vu qu'il était plus haut. Ici, voilà. Et enfin, nous avons eu la bataille finale entre Sami Zayn. Non, eux, ils étaient plus là. Daniel Bryan, Cesaro, King Corbin. Jey Uso. Alors, Jey Uso, Cesaro, Bryan, Corbin, Owens et Reigns et... Ah oui, Owens, j'ai oublié de mettre. Et Reigns et Heyman qui regardent depuis les coulisses. Voilà, on distribue les bonus. Là, pour le coup, c'est vraiment le dernier appel. Si vous avez envie de mettre votre message en avant, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant où vous le mettez. Jamais. J'ai mis 3 points à Seth Rollins, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était le point de focalisation de cet épisode. J'ai mis 2 points à Cesaro, parce qu'il a encore gagné. Il continue de pusher Cesaro. Nous vivons dans un monde merveilleux. 1 point pour Kevin Owens, parce qu'il est vraiment trop cool. J'aime bien mes arguments. Et donc, nous avons les fameux points de la semaine. Vous le savez, quand la semaine est terminée. Donc après, le live de samedi, je mets des points bonus, je mets 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point bonus à ceux qui ont le plus marqué la semaine. Et en l'occurrence, 6 points à Meiko Satomura, parce que je pense que c'est vraiment celle qui a été le plus mise en avant. 5 points à Mark Andrews et Flash Morgan Webster, parce que en ce qui me concerne,
Je pense qu'ils ont eu le match de la semaine. J'ai beaucoup aimé le match le main event de AEW Dynamite, pardon. Mais il y avait le côté, c'est la fin d'une, c'est la fin, c'est le point culminant d'une rivalité qui dure depuis longtemps, Andrews et Webster. Que il y avait pas ça à Dynamite. À Dynamite, c'était bien, mais c'était pas voilà, c'était pas aussi bien. J'ai mis 4 points à Seth Rollins parce que il m'a bien eu. Je pensais qu'il allait revenir en face, il est revenu en heel et c'est vraiment trop cool. 3 points à Sammy Guevara. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder mon recap de AEW Dynamite, qui est disponible sur YouTube. Et sur Twitch aussi d'ailleurs. 2 points pour Cesaro, parce qu'il continue à le pusher, et je maintiens, c'est vraiment trop cool. Je vais en profiter jusqu'à la dernière goutte tant que ça dure. Et 1 point pour Kenny Omega, parce que quand même je tiens à saluer le main event de... Hop là, AEW Dynamite. Voilà, voilà. On va laisser le tableau ici, et on va profiter des dernières minutes qu'il nous reste tous ensemble pour... Pourquoi ça bug? Attendez, je crois que je sais pourquoi ça bug. Hop. Ok. Des fois ça... Ah, des fois ça bug. Ok les amis, ok. Vous êtes 177, c'est pas mal, hein. Il me semble que c'est pas mal. Il me semble que c'est un bon score, 177 pour un show de un samedi. Il me semble que c'est bien. On se donne rendez-vous demain pour les pronostics de TakeOver, ça va être à midi aussi. Je vais essayer d'introduire un système de sondage pour que vous puissiez voter, parce que sinon... je vais vous donner mon avis sur 5 matchs, ça va être très rapide. Donc on va essayer de mettre ça en place. C'est parti pour vos messages. Val022002 me dit « Salut Lynx, comment vas-tu ?» Ça va très bien, merci beaucoup. Tu as dit que tu comprenais les deux idées pour les challengers de Reigns. Personnellement, je préfère avoir KO et Jay que les catcheurs présents dans l'Elimination Chamber de Drew, qui eux ne le méritent presque pas à quelques exceptions. Qu'en penses-tu? Oui. Infiniment oui. Et tu sais quoi, j'aurais préféré que Edge soit dans l'Elimination Chamber. Et vous allez peut-être me dire, mais non, le Rumble, il a gagné le Rumble, ça n'a aucun sens. The Miz à la manette Money in the Bank, techniquement, il a le droit à un match de championnat quand il veut, ça a autant de sens. C'est même assez humiliant pour Edge, qui a dû battre 29 gars pour gagner le Royal Rumble. Et un mois après, ces 5-là, ils ont un match pour le titre. C'est con parce que Edge, il aurait pu attendre un petit peu, puis il aurait peut-être eu un match aussi. Ouais. Swifty me dit, donc oui, je suis d'accord avec toi. Swifty me dit, re-salut Lynx, que comprends-tu dans le retour de Seth Rollins? Je ne comprends rien. Attends, je vais juste supprimer le message de Val022002 avant. Re-salut Lynx, que comprends-tu dans le retour de Seth Rollins? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est venu, pourquoi Murphy n'est pas resté, pourquoi Cesaro est resté, trop de questions, si peu de réponses. Alors, le retour de Rollins, pour moi, c'est un grand moment. Parce que quand on dit la WWE, ils font pas de star aujourd'hui, j'ai envie de dire Bitch Please, Roman Reigns, Seth Rollins. Charlotte Flair. Enfin bon, ils font des stars quoi. Il y avait aussi le côté, c'est une image miroir de la promo où il est devenu le Messie du lundi soir. Donc j'ai compris pourquoi ils sont venus. C'était pour construire ce nouveau chapitre dans le développement du personnage de Seth Rollins. Pourquoi Murphy n'est pas resté? Tout le monde s'est barré, donc Murphy n'avait pas plus de raison que les autres de partir. Il a quitté la guidance nulle de Seth Rollins. Pourquoi Cesaro est resté? Ça par contre je peux pas répondre. Ça je sais pas. Pourquoi Cesaro il a regardé tout le monde se barrer et il a attendu que Seth Rollins le remarque lui avant de se barrer. Ça ça m'échappe. Et pour le reste, ça je comprends. Ça a un sens. Deuxième question, je crois. De Val022002, plein de chiffres. Re-salut Lynx, est-ce que tu vas toujours bien? Mais ça, je ne pourrais pas aller mieux. J'ai un peu froid au bout des doigts. Je me posais la question, est-ce que pour toi le clan de Reigns ne contiendra que les Usos ou est-ce qu'il y aura d'autres personnes par la suite? Je book pas la WWE, j'en sais rien. Bonne question. Bonne question. Je vois les avantages et les inconvénients des deux options. Je pense que j'aimerais bien qu'il y ait une ou deux autres personnes. Des gens qui sont comme de la famille pour Roman Reigns.
Un peu comme l'Inner Circle, quoi, mais autour de Roman Reigns. Antou me dit, ou est-ce 4N2 me dit, salut Lynx, maintenant que Seth Rollins est revenu, quels sont les catcheurs, t'as écrit revenu, je sais pas pourquoi j'ai bloqué, quels sont les catcheurs, je me suis dit ce serait drôle mais c'est pas drôle, quels sont les catcheurs avec lesquels tu le vois avoir une rivalité, et quelle est ta gimmick préférée de Seth Rollins? Bonne journée. Merci beaucoup toi aussi, et là il va avoir une rivalité avec Cesaro, ce serait un peu dommage de passer à côté. Ma gimmick préférée de Seth Rollins, j'hésite entre le Monday Night Messiah et donc le Messie du lundi soir et quand il était champion intercontinental. Parce que pour moi, c'est vraiment le moment où il a vraiment brillé. Mais je me demande si je préfère pas son personnage du Messie du lundi soir. Je trouve le personnage plus intéressant. Donc je vais te répondre ça. Tuxork! Thanks, Orc. Tuxork. Je pense que ça se prononce Tuxork. Je suis pas en train d'avoir un AVC, je suis en train d'essayer de prononcer un pseudo. Bonjour Lynx, à terme, avec qui vois-tu s'associer Billie Kay? Faut-il d'ailleurs qu'elle s'associe en sachant qu'elle est tout de même bien meilleure pour nous faire rire que dans le ring? Je pense qu'à terme, il faut qu'elle s'associe avec le Riot Squad. Je pense qu'il faut que le Riot Squad finisse par comprendre comment gérer Billie Kay, que Billie Kay comprenne comment être avec le Riot Squad, et qu'ensemble elles deviennent bonnes, et que Billie Kay permette au Riot Squad d'atteindre le titre par équipe. Pour moi, ça me semblerait être une bonne conclusion. Louzéo33 me dit, c'est moi ou Kevin Owens crève l'écran à chacune de ses apparitions et de ses promos? Oui! Oui, ils ont réussi à réétablir Kevin Owens comme un main eventer et je trouve ça vraiment très cool. C'est vraiment un catcheur qui transpire le charisme de partout. Il arrive à capter ton attention quoi qu'il fasse. J'adore Kevin Owens. J'adore Kevin Owens. Je suis totalement d'accord avec toi. Ventilateur trop mignon me dit, salut Lynx, qui vois-tu en rivalité avec Seth Rollins maintenant qu'il est de retour? Du coup, j'ai déjà répondu Cesaro. Je vais répondre autre chose. Disons qu'on parle dans un futur à moyen terme. Disons, voilà, la rivalité avec Cesaro est terminée. Avec l'Alpha Academy. Seth Rollins se retrouve un disciple, ou plusieurs, et affronte Chad Gable et Otis. Ça peut être cool. Cheshire TV me dit rebonjour Lynx. Bah si personne ne t'a demandé, je vais le faire, comment vas-tu? Mais tu t'es tellement en retard, 3 personnes me l'ont demandé. Je trouve que tous les segments où un catcheur arrive et démonte tout le monde sur le ring, comme a fait Owens avec les stunners, sont plus ou moins botchés dans le sens où il y en a toujours qui sont super mal vendus, qu'en penses-tu? Bon, c'est pour le... Je vois ce que tu veux dire, mais en fait il y a certains... comment dirais-je, le mot qui me vient c'est trope, certains motifs dans le catch que tu finis par accepter avec leurs défauts, quoi. Genre les Irish Whip n'ont aucun sens. Le fait que tu envoies quelqu'un dans les cordes et qu'il revienne, ça peut te sortir du match. Ça peut te sortir, mais si ça te sort, tu peux pas suivre le catch, quoi. Pareil pour les catcheurs qui sont arrêtés par 2 arbitres qui les retiennent. Dire, non, tu nous présentes les gars comme des forces de la nature. 2 arbitres vont pas les retenir. Il y a plein de trucs comme ça. Les contrats à la WWE, mais ça j'ai jamais réussi à le faire. Les contrats à la WWE fonctionnent n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils vont pour signer un contrat. Qui que ce soit qui signe le contrat, ça le concerne lui. C'est-à-dire il n'y a pas de nom sur ces contrats-là. Bref. Donc les séquences où soit un catcheur arrive et fait sa prise de finition sur tout le monde, soit ils enchaînent, soit plusieurs catcheurs enchaînent leur prise de finition sur une série de prises de finition. Pour moi, voilà, c'est une question de dynamisme, c'est une question d'organiser le segment, d'organiser le match. Donc, je suis pas à regarder les défauts. Je me dis, ok, on est dans cette section-là du show. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Concernant le catch en général, puisque je n'ai plus de questions concernant SmackDown, V-Drake me dit « Salut Lynx, est-ce qu'en dehors des shows hebdomadaires, tu regardes les docu WWE d'anciens pay-per-view malgré ton temps compté? Mais où est Ripley? Oh putain, mais c'est vrai, où est Ripley? Où est Ripley? Ah, tu m'as... Ripley qui est également le nom du petit chien de mon père. Je dis petit parce qu'il y en a plusieurs. Et au passage, j'ai adoré le dernier coin lecture, comme d'hab, merci beaucoup. Le dernier coin lecture a été très bien accueilli et ça me fait vraiment plaisir. Où est Ripley? Je me mords les couilles ils n'utilisent pas Rhea Ripley. Ils ont Rhea Ripley qui est peut-être
l'une des catcheuses les plus prometteuses qu'ils aient. Et ils l'utilisent pas. Et donc, du coup, pour répondre à ta première question, enfin ta question principale, non, je regarde rien de tout ça, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas plus de temps à accorder au catch que ce que j'en accorde déjà, et c'est déjà beaucoup de temps. Là, en ce moment, j'ai dû mettre tous mes projets en parenthèse pour le point culture qui doit sortir ce mois-ci. Donc ça veut dire que je travaille pas sur le statch de 2020, qui va sortir courant mars, ça n'a aucun sens. Je pense que le prochain statch annuel, je le ferai en live. Je le préparerai pour faire un live où je pense que ça sera si je le cadre bien, il y a moyen que ce soit pas trop chiant, il y a moyen que ce soit assez dynamique, il y a moyen de faire interagir le chat, il y a moyen que ce soit intéressant à re-regarder, il y a moyen de faire ça bien, je pense. Et surtout, il y a moyen de le faire beaucoup plus tôt que ce que je fais maintenant, parce que faut que je le tourne, il faut encore que je le tourne, mais avant ça, il faut que je fasse toutes les images, tous les trucs, parce qu'il faudra que j'envoie tout au monteur masqué pour qu'il s'occupe de ça. Bref, c'est... Voilà. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pour faire très court. Je regarde Rotalk et Talking Smack parce que je les regarde en mangeant. Et je me dis, je peux pas travailler pendant que je mange. Donc ça, voilà. Swifty me dit, salut Lynx, désolé, je suis un peu en retard pour ce message, mais je ne savais pas que Mansour catchait. Tu pourrais faire un très rapide résumé de son parcours de ces derniers mois, merci. Bien sûr, il est invaincu. Il gagne tous ses matchs. À 205 Live. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'a pas vu. On l'avait pas encore vu en 2021, mais il a eu quelques matchs fin 2020 et il est toujours invaincu. Il est trop cool. Chatplay YouTube me dit salut Lynx, j'essaye de comprendre la... Merci beaucoup pour ton abonnement. Il ventre... non, il a offert un abonnement. Il a offert un abonnement cadeau, comme ça, à quelqu'un. On ne sait même pas qui. C'est un grand seigneur. Grand seigneur. Seigneur Yventre. Seigneur Yventre. C'est parfait, Seigneur Yventre. Chatplay YouTube, pardon, me dit salut Lynx, j'essaie de comprendre la façon comment ils utilisent les catcheurs français à la WWE, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre eux utilisent des gimmicks clichés, souvent avec le drapeau tricolore et l'attitude arrogante. Il me semble que on n'a jamais vraiment eu de catcheur français à la WWE entre André et Amal. Il me semble que la résistance, ils étaient québécois, ils étaient francophones, mais ils n'étaient pas anglais, ils n'étaient pas français, il me semble. Et je crois pas qu'il y ait eu de catcheur français. Il me semble que Tristan Archer a fait des essais pour la WWE. Il a participé au Cruiserweight, au tournoi Cruiserweight Classic. Mais voilà, il n'a jamais signé avec la WWE. Merci beaucoup à Alderaban qui continue d'offrir des abonnements. On me cite Sylvester Lefort, Tom Laruffa. Tom Laruffa, il a catché à la WWE. Et je crois qu'ils avaient pas ce personnage-là. Ce personnage arrogant. Je suis pas d'accord avec toi, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Amal, elle est pas... elle a le drapeau bleu, blanc, rouge, mais c'est pour elle, quoi. C'est de la même façon que Shana a aussi un drapeau bleu, blanc, rouge à AEW, de la même façon que Leila Hirsch a un drapeau russe sur son costume, de la même façon que Tainara Conti avait souvent un drapeau brésilien sur son costume. Ça veut pas dire... voilà, c'est pas un cliché, c'est le catcheur qui rappelle d'où il vient. Et je trouve ça assez cool. Maintenant, l'attitude arrogante... Bah, là encore, je suis pas d'accord. Ils l'ont appliqué à certains Québécois, mais tu vois, par exemple, Sami Zayn et Kevin Owens, ils jouent pas du tout les Français, quoi. Oui, bonjour monsieur, omelette du fromage, je suis français. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Je regarde un peu ce qui se dit sur le chat. Tom Laruffa et Lefort à NXT. Sylvester Lefort était un heel fuyard, me dit-on. Bon, ok. Mais il a vraiment pas duré longtemps. Bref. Si tu veux, les deux exemples qui me viennent, c'est Amal et André le Géant, et ils n'avaient pas exactement ce personnage-là. Uoran me dit « Salut Lynx, j'entends souvent les commentateurs mentionner des styles de catch comme technicien, striker ou même strong style. J'ai un peu de mal à vraiment comprendre à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux expliquer ?» Non, je vais pas pouvoir t'expliquer. Alors très globalement, et avec mes termes à moi, technicien, ça veut dire qui se concentre beaucoup sur les prises, qui se concentre plus sur les prises que sur les coups, si tu veux. Striker, c'est l'inverse. Et strong style, alors ça peut désigner deux types de catch différents. Ça peut désigner le Japanese strong style, qui est
Je vais paraphraser la définition de Adam Blampied de WrestleTalk. Sa définition du strong style, c'est les Japonais se sont rendus compte que pour qu'on ait l'impression que des coups dans la gueule fassent vraiment mal, la meilleure façon, c'était finalement de se mettre de vrais coups dans la gueule pour que ça fasse vraiment mal. Et le British strong style, franchement, c'est un peu la même idée. C'est juste que quand tu regardes, quand tu les regardes, tu vois la différence. C'est un peu comme, j'allais dire, c'est un peu comme le porno, ou c'est un peu comme l'obscénité. C'est le genre de truc, tu sais que tu l'as sous les yeux, tu le sais. Tu le sais. Il y a un moment où tu finis par comprendre. Là voilà, c'est pareil. Le strong style, c'est le British strong style, le Japanese strong style, c'est des genres, quand tu les vois, tu te dis ok, je vois la différence. À définir, c'est plus compliqué. Yaka54 me dit salut Lynx, j'ai quelques questions hors SmackDown. Quelle note as-tu donné pour le Almas contre Gargano à Philadelphie? Je crois que je notais pas les matchs à ce moment-là. Et Ciampa contre Cole à NXT TakeOver Portland. Je sais plus. Je crois que je lui ai mis A+, mais je suis pas sûr. Cole contre Gargano à New York. Oh, je sais plus lesquels sont lesquels. New York, c'était le Street Fight. Si c'était le Street Fight, il me semble que je lui ai mis un S. Ciampa contre Gargano en 2020. Pareil, il me semble que je lui ai mis un S. Pete Dunne contre Walter à New York. Je crois que je lui ai mis un A- parce que j'étais pas... J'avais du mal avec le personnage de Pete Dunne. Bailey contre Banks à NXT, je notais pas les matchs, j'ai même pas vu ce match, parce que c'était avant que je revienne. Voilà, merci beaucoup, car ça m'intrigue beaucoup. Salut Lynx, merci beaucoup à toi. Bubbly2 me dit salut Lynx, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. J'aimerais avoir ton avis, car tout laisse à penser à Edge contre Roman Reigns à WrestleMania. Mais penses-tu que la WWE pourrait faire que Randy Orton gagne Elimination Chamber et devienne WWE Champion avec Edge qui le choisit et du coup un autre match pour Reigns, peut-être contre Goldberg. Pourquoi tu me fais du mal comme ça? Pourquoi t'es méchant? Je pense que c'est de la merde. Je pense que c'est une grosse idée de merde. Je pense que Randy Orton contre Edge, ils ont bien dit que le dernier match était la fin. Et j'ai accepté ce match pour cet argument-là. Ça fait 1 an que vous êtes en rivalité. D'accord, vous n'avez pas fini la dernière fois parce que Edge a été blessé. Il faut un match pour conclure. Ok, mais c'est une conclusion. Roman Reigns contre Goldberg, merde. Voilà. Je réponds un peu agressivement à ta question, mais... j'imagine que tu comprends mon désarroi. Asagi Saya, qui n'a pas fini de rincer, m'envoie 100 bits. Merci beaucoup, je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces bits, mais on trouvera quoi en faire. Merci beaucoup à toi. Von Paulus me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien, mais t'as pas idée à quel point je... Tu sais, à chaque fois j'exagère un peu plus. As-tu pensé à regarder de nouveau le segment entre Matt Hardy et Hangman Page, et si oui, ta note a évolué? Oui, je suis passé d'un B- à un B. Effectivement, j'ai été très rassuré de voir le recap de WrestleTalk où ils disent où ils parlent de ce segment-là et où eux non plus l'avaient pas vu. C'est-à-dire que Holly Davis a dit qu'il avait lu quelque part que Matt Hardy avait interverti les contrats et Luke Owen réagit en disant non, il a interverti le contrat. Oh, c'est trop bien. Je pense qu'à la fin du segment, il était triste pour lui et du coup, c'est trop bien. Donc, je suis pas en mode c'est trop bien. Je suis en mode ok, c'est un peu cool. C'est un peu Looney Tunes. C'est un peu pendant que le méchant, le gentil, t'as envie de mettre des bruitages dessus. Ça reste un peu cartoon, mais du coup, c'est mieux. Du coup, c'est mieux. Yaka54 me dit re-salut, j'ai des dernières questions. Quel est ton match préféré de 2017, 2018, 2019, 2020 et ton match préféré de tous les temps? Voilà. C'est le genre de questions auxquelles tu peux bien répondre du tac au tac. Alors. 2018, ça va être... Non, 2017, ça va être... Je crois que c'est en 2017 qu'on a eu Gargano contre Ciampa le Gargano contre Ciampa. Le premier Gargano contre Ciampa, c'était en 2017? Je crois que c'était en 2017. 2018, ça serait... Non, si, c'est ça, c'était 2017. C'était le Takeover Nouvelle-Orléans. 2018. J'essaie de me rappeler ce qui s'est passé en 2018. C'était l'avènement de Becky Lynch, je crois, en 2018.
Ah oui, il y a eu le match... je regarde vite fait vos suggestions. Il y a eu Banks contre Charlotte à Hell in a Cell. J'ai préféré le match Becky contre Charlotte Flair à Evolution en 2018. Ouais. C'était aussi l'année de Ronda Rousey. Mais elle n'a pas eu de match de l'année Ronda Rousey. Je trouve. Là, comme ça, à froid, c'est vraiment très difficile de s'en rappeler. Ah, Gargano Ciampa, c'était 2018. Bon, bah, fantastique. Gargano Ciampa pour 2018, sans aucune hésitation. Du coup, 2017, j'en ai aucune idée. Je commençais à replacer les pions, donc c'est un peu difficile. 2019, je sais pas. 2020, je peux te répondre tant que c'est frais. C'est le match Hangman Page et Kenny Omega contre les Young Bucks à Révolution. En 2019... Qu'est-ce qu'il y a eu comme match sympa en 2019? Ouais, vous allez me répondre dans 10 minutes. Je vais chercher sur internet. Chercher meilleur match de l'année 2019. Best Wrestling Matches 2019. De toute façon, là, le live est pour ainsi dire fini, donc... hop là. Ah non, je vais pas aller sur le site de la WWE, parce qu'ils vont ignorer une certaine quantité de... Ah, voilà. Alors, nous avons... Oh, mais non, mais ils font des articles à chaque fois pour chaque match. Je veux juste une liste par pitié. Ok. Oui, non, mais ça, je regarde pas. Donc, il y a eu Walter contre Tyler Bate, c'était vraiment un très très bon match. Johnny Gargano contre Adam Cole était vraiment un très bon match. Johnny Gargano contre Adam Cole à TakeOver 25 était un très bon match. Ouais, non, c'est Cody contre Dustin Rhodes à Double or Nothing. Ouais. Eh, ça fait 2 années de suite que mon match de l'année, c'était un match de AEW, dis donc. Rigolo. Non, ouais, mon match de l'année, ça a été Dusty. J'avais oublié ce match-là, mais oui, complètement. Sans réfléchir. Sans aucune hésitation. Pablo DBST me dit: Coucou Lynx, j'aimerais savoir à quel moment t'es venu l'idée de noter les matchs et faire un tableau. Comment tu veux que je réponde à cette question? En regardant les contenus britanniques concernant la WWE et AEW, et la WWE à l'époque, je me suis dit que ce serait cool de faire pareil, et du coup je me suis dit que ce serait sympa comme base de mettre des notes. Voilà. Donc je pense à Cultaholic et WrestleTalk. Chérie bonjour Lynx, je participe au concours Smiley extatique avec un bavoir. Il vient de se passer énormément de choses que vous ne comprenez pas. Donc le concours, c'est concours à orthographier mon pseudo le plus mal possible. Donc là, il y a un H entre le L et le I, formidable. Et Smiley extatique avec un bavoir, c'est 2 points, des majuscules, des majuscules. Parce que pour moi, tu ne peux pas avoir 2 bouches. Donc pour moi, c'est Smiley qui sourit vraiment très très fort avec un bavoir. Comment vont les chats? Ça va. Ils sont pas là pour confirmer, mais ils vont bien. J'ai une question un peu intime, donc ne te force pas à répondre. Tu vas pas avoir de réponse. Mais j'ai revu ta parenthèse sur 20 raisons d'aimer le catch, où tu dis qu'on a tous un crush à la WWE, ce qui est vrai. Du coup, je me demandais quels sont le ou les tiens. Sinon, la question est trop intime. Sur une échelle de chaud à loin, quelle est ta couleur préférée de l'alphabet? Bisous, smiley extatique avec un bavoir, à distance et avec un masque toujours. Est-ce que j'ai vraiment eu un crush à la WWE, moi? Peut-être Tainara Conti. Peut-être. Et du coup, ta deuxième question, je vais répondre 6. BGGOT 666, bonjour Lynx, enfin à moi les 380 cloches. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube et qui ont beaucoup de patience, pour mettre son message en avant, ça coûte 380 cloches, donc il faut t'investir dans les lives, faut regarder les lives, faut participer pour gagner des cloches. Pas de questions pour moi, mais avec juste un message venant de mon petit cœur gelé. Je compatis. Je suivais le catch il y a très longtemps avec ma meilleure amie. Quand je te dis longtemps, je te dis que je suivais à l'époque du Shield. Ah oui, non, c'est pas longtemps. C'était en 2014, c'était il y a 5-6 ans.
Tu m'as redonné goût au catch alors que j'avais abandonné ce show. Tu expliques très bien et tu remplis de joie mes journées avec tes commentaires hilarants et ton humour si décalé et pourtant si drôle. Merci pour tout. Merci beaucoup. Écoute, c'est... Ah, j'adore ton humour décalé. Il est décalé, mon humour. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Et Swifty me dit, tu as fait une erreur sur Jake Hager dans ton tableau, je crois. C'est très possible parce que j'écris souvent Jake Hager avec 2 G, ce qui est tout à fait incorrect. Hop là, je vais remplacer les Hager. Je fais sur mon tableau, là, attendez, bougez pas, je vais vous montrer ce que je fais parce que sinon, c'est déjà pas super intéressant. Alors si en plus je vous montre pas. Hop là, c'est Jake Hager, ça prend bien 2 G. Je vais attendre vos messages sur le chat avant de faire une connerie. La brioche 68 est dit « Bonjour, tu arrives pile à la fin du live. » Les gens, on est... Dans 5 minutes, c'est fini, là. C'était la dernière question. Un seul G, c'est ça. Donc, un mot, j'écris 2 G. Hop là, toutes les feuilles, tout remplacé. Bah non. Non, j'ai pas fait de faute. Il m'a menti. Il m'a menti. Il m'a menti. Mon Dieu. Je vais te punir, Swifty. Je ne sais pas encore comment, mais tu payeras. Tu payeras pour ce mensonge, pour cet affront, cette calomnie. Incroyable. Lynx, le 2 points D majuscule, c'est smiley facétieux, enfin smiley extatique avec un masque. Non, c'est pas un masque. Le masque, il est sur la bouche. Ça, c'est avec un bavoir. Merci à tous pour votre participation. Vous êtes, j'allais dire, vous êtes de plus en plus nombreux. Non, vous êtes aussi nombreux et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien que cette émission ait c'est live et un public. Je trouve ça vraiment très très cool. Est-ce que je pense que je peux offrir des abonnements moi aussi. Vous savez quoi? Je vais vous offrir des abonnements pour vous remercier, vous remercier de votre fidélité. Je suis pas sûr de pouvoir choisir à qui je les offre, mais je peux en offrir. Comment on fait? Offrir un abonnement, voilà, offrir un abonnement. Je vais offrir 5 abonnements, voilà, 5 abonnements, c'est pour moi, c'est cadeau. Et puis c'est pour vous remercier, puis c'est pour vous encourager aussi, parce que mine de rien, en vous encourageant à m'encourager, on s'encourage, et il y a quelque chose, il y a une belle synergie, d'équipe qui se fait, qui se passe sur ces lives. Je trouve que c'est bien, j'aime beaucoup. Cette transaction a été refusée par votre banque. Oh bah ça c'est décevant un peu, hein. Ah ça c'est décevant. Bon, bah écoutez, on fera ça une prochaine fois. Vous inquiétez pas, on fera ça une prochaine fois. Je suis pas stressé du tout. Non, c'est juste que j'ai... Tout va bien. Je pense que je sais ce qui se passe, je vais pas développer, mais tout va bien. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Sagisaya pour les bits encore. 10 000 bits, mais ça ne rentrera jamais. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour faire les pronostics pour NXT TakeOver Vengeance Day. On passera Saint-Valentin ensemble, du moins à partir de midi jusqu'à sans doute midi et demi. Je pense pas que ça dure plus longtemps que ça. Et on se donne rendez-vous lundi pour faire le bilan de TakeOver Vengeance Day. D'ici là, très bonne fin de journée à tous et à demain sur cette chaîne. Bisous tout le monde.